Dans cette présentation, on va parler des facteurs qui influencent le processus des invasions biologiques. Les invasions biologiques sont l'un des 5 grands facteurs de changement de biodiversité, comme par exemple le changement climatique ou le changement d'usage des sols, tels que la déforestation. Le processus des invasions biologiques s'explique par les facteurs indirects que sont les activités humaines. Alors qu'est-ce que c'est les facteurs indirects? Ça a été défini par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et les facteurs indirects, ce sont les facteurs sociétaux qui agissent indirectement sur la biodiversité et les services écosystémiques en influençant un ou plusieurs facteurs directs. On a donc la biodiversité qui change à cause des facteurs directs qui eux-mêmes sont dus aux facteurs indirects. Il y a également une synergie avec d'autres facteurs directs, par exemple les changements d'habitat ou les changements climatiques vont jouer un rôle sur les invasions biologiques. Alors pourquoi étudier les facteurs indirects de changement de biodiversité? Eh bien parce qu'ils permettent de comprendre le processus d'invasion et ils représentent aussi des leviers pour agir contre les invasions. Et donc les objectifs de cette présentation sont de comprendre les facteurs indirects qui expliquent les invasions biologiques. Alors le processus d'invasion, il est divisé en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va avoir le transport et l'introduction d'une espèce hors de son milieu naturel vers un nouveau milieu. On la qualifiera alors d'espèce exotique. Parmi les espèces exotiques, une petite partie va s'établir, survivre, se reproduire. On appellera ça alors une espèce exotique établie. Et parmi les espèces exotiques établies, une petite partie va se propager et avoir des impacts. Il s'agira alors d'espèces exotiques envahissantes. Qu'est-ce qui explique le transport et l'introduction? Eh bien, ça va être surtout les activités humaines qui créent les voies d'introduction, et notamment le commerce international et son intensification, ainsi que la globalisation des échanges commerciaux. Si on prend le cas des poissons d'eau douce et qu'on regarde les flux d'introduction de poissons d'eau douce entre les pays du monde entier, on voit que les pays qui contribuent le plus aux introductions de poissons d'eau douce, autant en termes d'origine que de destination, ce sont les pays d'Amérique du Nord, les pays d'Europe et les pays d'Asie, c'est-à-dire ceux qui contribuent le plus au commerce mondial. Pour continuer sur l'exemple des poissons d'eau douce, les principales voies de transport et d'introduction de poissons d'eau douce sont l'aquaculture, qui consiste en l'élevage et au transport de poissons pour la consommation humaine. Le commerce ornemental, c'est l'aquariophilie et l'élevage récréatif de poissons ornementaux. La lutte biologique, c'est l'introduction d'espèces pour contrôler d'autres espèces supposées nuisibles. Et l'empoisonnement ou le réempoisonnement qui consiste en l'introduction de poissons d'élevage dans le milieu naturel pour la pêche de subsistance ou récréative. Si on résume, quels sont les facteurs indirects qui expliquent le transport et l'introduction? Eh bien le facteur le plus important, ça va être le facteur économique avec le transport volontaire ou involontaire d'espèces pour le commerce international. Ensuite, on va avoir 3 facteurs qui vont avoir une importance relative similaire. Tout d'abord, les valeurs socio-culturelles et sociales, avec notamment l'introduction pour la pêche ou pour la chasse. Ensuite, on va avoir le facteur démographique, et il a par exemple été montré qu'il y avait une augmentation marquée des introductions d'insectes suite au mouvement de population post-guerre froide en Europe. Ensuite, on va avoir le facteur lié aux politiques, à la gouvernance et aux institutions, avec par exemple des lois qui interdisent le transport et l'introduction d'espèces non natives, avec des mesures de biosécurité. Et enfin, on a le facteur scientifique et technologique. Et par exemple, il a été montré que le Xenoplis lys, qui est une espèce qui est très utilisée en biologie cellulaire, a été introduit de manière continue et volontaire au cours des 50 dernières années en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie. Qu'est-ce qui explique l'étape d'établissement? Alors il faut savoir que pour l'étape d'établissement, les connaissances sont établies mais incomplètes. La réussite du processus d'établissement, elle dépend de nombreux aspects, incluant notamment les caractéristiques des espèces envahissantes, leur degré d'intérêt humain, leurs traits, leur plasticité, est-ce qu'elles vont être capables de s'adapter facilement à de nouveaux milieux. Ensuite, on a la pression de propagule, c'est-à-dire le nombre d'individus qui sont introduits dans le milieu. Plus le nombre d'individus introduits dans le milieu est élevé, plus les chances que l'établissement réussisse sont élevées. Ensuite, on a les caractéristiques et le degré de perturbation des écosystèmes envahis. Plus les écosystèmes sont perturbés, plus ils ont de chances d'être envahis.
Et enfin, on a l'existence ou non de mesures de détection précoce et de réponse rapide qui permettent d'empêcher l'établissement d'espèces. Donc ces différents aspects, ils sont tous impactés par les facteurs indirects, comme l'économie ou les valeurs socioculturelles, et aussi par les synergies avec d'autres facteurs directs, comme les changements d'usage des sols. Donc si on résume, quels sont les facteurs indirects qui expliquent l'établissement? Encore une fois, on va avoir l'économie qui va être le premier facteur, avec par exemple le commerce massif de variétés non natives qui génère une pression de propagules très élevée. Par exemple, si on prend le cas des plantes invasives, on a 67% des plantes invasives qui sont issues de l'horticulture ou de l'agriculture. Ensuite, on va encore une fois avoir les trois facteurs suivants avec une importance relative similaire, à commencer par les valeurs socioculturelles et sociales. Et par exemple, on a des espèces non natives qui vont bénéficier de gros efforts d'acclimatation parce qu'elles ont des bénéfices socioculturels ou économiques perçus. Ensuite, on a le facteur démographique, et il a par exemple été montré qu'il y avait des très fortes concentrations d'espèces de poissons d'eau douce non natives dans les zones à forte densité de population humaine. Ensuite, on a les facteurs liés aux politiques, gouvernance et institutions, avec l'existence ou non de programmes de suivi, prévention et gestion des invasives qui vont jouer sur la probabilité d'établissement des espèces. Et enfin, on a les facteurs scientifiques et technologiques, avec par exemple la sélection artificielle de traits favorables à l'établissement. Et ça a été montré sur le cas des poissons hybrides Xipho-porte-glaive qui ont établi des populations non natives à Hawaï, et ça a été facilité par la sélection artificielle de traits de comportement agressif. Enfin, qu'est-ce qui explique l'étape de propagation et d'impact ? Donc il faut savoir que pour cette étape, les connaissances sont moins résolues que pour les deux étapes précédentes. On explique assez bien la propagation, mais assez mal les impacts. Par contre, on a l'hypothèse que plus une espèce se propage, plus ses impacts vont être élevés. Donc quels sont les facteurs indirects qui vont jouer le plus sur la propagation notamment ? Encore une fois, le facteur économique va beaucoup jouer ici, avec par exemple la création de canaux pour le transport de marchandises qui vont permettre la propagation d'une espèce non native au sein d'une région. Ensuite, on a encore les trois facteurs à importance relative similaire, les valeurs socio-culturelles et sociales, avec par exemple la propagation d'espèces non natives qui sont perçues comme intéressantes pour la pêche ou la chasse, le facteur démographique avec notamment l'urbanisation qui a été montré pour faciliter la propagation d'espèces non natives parce que les espèces non natives sont souvent des espèces qui sont associées à l'homme et qui ont peu d'ennemis naturels en ville. Ensuite, on a le facteur politique, gouvernance et institutions avec notamment des stratégies de promotion d'espèces non natives. Par exemple, la plantation massive d'arbres non natifs pour des programmes de compensation carbone. Enfin, on a le facteur science et technologie avec par exemple la menace émergente du commerce en ligne qui peut promouvoir la propagation d'espèces non natives au sein des régions. Ça a été montré chez les écrevisses invasives où on a des milliers de ventes en ligne à travers le monde. Il existe également des synergies avec d'autres facteurs directs et les autres facteurs directs vont surtout jouer sur les deux dernières étapes de l'invasion, l'établissement et la propagation. Par exemple, le changement climatique, les changements d'usage des sols, la pollution vont perturber les milieux naturels, ce qui va favoriser de nouvelles invasions. Cela peut également créer de nouvelles voies de propagation. Et si on prend le cas du changement climatique, il peut permettre à des espèces invasives d'étendre leur aire de répartition, créant ainsi de nouvelles opportunités d'invasion. On a également le cas des co-invasions, où plusieurs espèces invasives vont envahir les milieux en même temps, ce qui va favoriser la probabilité de succès de leur invasion. C'est le cas par exemple du goujon asiatique qui a été introduit en Europe et qui est porteur sain d'un pathogène, l'agent rosette, qui se répand dans les populations de poissons natifs. Ça facilite l'invasion des deux espèces en même temps. Pour conclure, les invasions biologiques sont influencées par les facteurs indirects à toutes les étapes du processus d'invasion et il est important de comprendre et d'étudier ces facteurs indirects car ils représentent nos leviers d'action pour enrayer le processus d'invasion. Si vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez lire le rapport IPBES de 2023 sur les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle.